Là, je rencontre d'anciens élèves. Bonjour à toutes et à tous, nous y sommes. Donc merci d'être si nombreux et nombreuses avec nous ce soir. Alors je viens d'avoir l'info que apparemment c'est la deuxième plus grosse journée des 10 ans du Méliès, donc depuis 10 ans, tellement vous avez fait de complet toute la journée, encore ce soir, donc on peut s'applaudir très fort. Ça c'est plus du tout chez moi que c'est plus du festival, car cette séance elle est dans le cadre de la 13e édition du Festival du film de Montreuil. En gros, le Festival du film de Montreuil, c'est plusieurs sections. Toki qui parle en même temps. Plusieurs sections. C'est des courts-métrages, des inédits que vous n'avez jamais vus, que vous ne verrez nulle part ailleurs qu'au Méliès, des films jeunes publics, des ciné-concerts, et puis une compétition officielle que vous découvrez au fur et à mesure des films, des jours, que vous allez découvrir avec Dossier 137. Et cette compétition officielle, il y a 3 prix. Elle est compétitive. Et là, je vais vous demander un peu, là, c'est le moment où tout le monde s'applaudit, on est heureux d'être là, etc. On se chauffe un peu tous ensemble. C'est tout d'abord le prix du jury Rancard de notre association. On peut applaudir très très fort. Ils sont avec leur casquette jaune, très reconnaissable. Il y a également un jury qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque c'est moi qui l'ai monté il y a quelques temps, qui est un jury jeune composé donc de... Bien joué, en partenariat avec le Pass Culture, elles sont exclusivement des filles. Cette année, on peut les applaudir très 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 fort. Et puis il y a vous finalement, il y a le prix du public. Normalement, on vous a donné un petit papier, là c'est le moment de m'étonne. Petit papier où vous avez des smileys très tristes, des smileys très joyeux. Et en fonction, vous allez voter pour votre film préféré des sélections des 15 films que vous allez découvrir pendant cette semaine. Vous pouvez donc le faire sur Dossier 137 ce soir et qui pourrait donc peut-être remporter le prix du public. Et donc on va tous applaudir parce que nous sommes tous publics finalement. Et sans tarder, nous allons donc inaugurer cette nouvelle séance. Donc, comme j'ai dit, Dossier 137, nous avons la chance d'avoir avec nous le réalisateur montreuillois du film Dominique Paul et son scénariste Gilles Marchand, que je vous demande d'accueillir bien fort. Merci Elisa pour cette introduction dynamique et péchue. Bon, comme on n'est pas en avance, on va rien dire et on va lancer le film parce qu'on revient après. Et tout à l'heure, je vous introduirai aussi, je vous présenterai quelques personnes de l'équipe. Alors juste, s'il y a des gens qui sont assis tout derrière et qui veulent s'avancer un peu, je vois qu'il y a 3 places là. Au 4e rang, donc très bien placé. Donc, ah non, c'est réservé, mais je sais pas pour qui. Ah non, mais c'était peut-être... Là, c'est plus réservé. C'est plus réservé. Allez-y. Ne vous battez pas non plus. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et d'avoir eu la curiosité de découvrir ce film. Et puis on en parle tout à l'heure. Voilà. À tout de suite. À tout à l'heure. Merci. Très très belle séance. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, Dominique Paul et Gilles. Bientôt dans la lumière. Merci. Merci beaucoup et puis merci aussi pour votre patience au début avec le petit souci technique. Bon, encore une fois, mille excuses. J'en profite pour remercier chaleureusement, et j'aimerais bien qu'on l'applaudisse parce que, bon, elle était en panique, Léa en cabine qui nous a sauvés pour cette lumière. Donc, merci à Léa et à Noémie, notre responsable technique.
Donc on est ensemble pour cette rencontre. Un grand merci encore d'avoir rempli cette salle. Un grand merci à vous d'être présents pour nous parler de ce film, Dossier 137, un film qui m'a complètement bouleversé. Et avant de donner la parole au public, ce qui est très important pour nous, j'aimerais revenir sur... Dossier 137, c'est un film qui vient après la nuit du 12, où vous traitiez vous parliez déjà du milieu policier. Là, vous vous concentrez sur un événement récent de l'histoire de France, le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui a fait débat, qui nous a fait réfléchir sur la question de la gestion des forces de l'ordre, sur la question de la violence, et plus généralement qui a soulevé des questions d'ordre démocratique. Et moi, ce qui m'a intéressé dans votre film, c'est que vous ne vous placez pas du côté des policiers sur place, vous ne vous placez pas du point de vue des manifestants, mais vous décidez de regarder cette situation, de raconter cette histoire du point de vue d'une enquêtrice qui arrive donc après, une enquêtrice de l'IGPN, la police des polices, et j'aurais souhaité savoir pourquoi. Très bien. On va répondre à votre question, mais avant je voulais juste vous présenter, parce qu'il y a quelques membres de l'équipe qui sont là aussi. Fanny de Doncel, qui est une de nos deux formidables directrices de casting. Rim de Barmounir, qui a fait le montage son. Nathalie Vidal, qui a mixé le film. Elena Garcia, qui a la programmation autour. Et Mathilde Rerich, qui est comédienne et qui joue donc Carole dans qui a eu une dextérité dans le maniement du clavier d'ordinateur absolument incroyable. Voilà. Et voilà, mais si vous voulez retourner vous asseoir, vous pouvez. Mais je pense que, vu que les lumières, donc elles s'allumaient là, mais ne s'allument plus ici, on va faire du débat dans cette zone éclairée. Donc, mais maintenant pour répondre à... Ça n'est pas invisible. Ah oui, non, reste là. Donc pour répondre à ta question, c'est vrai que la nuit du 12 m'a un peu donné le goût de l'exploration de l'institution policière et je me suis dit, tiens, il y a peut-être encore des choses à creuser. Et c'est vrai que l'IGPN, la police des polices, ça me titillait parce qu'aussi, évidemment, la PJ, la crime, on a vu plein déjà de films ou de séries dessus, c'est quelque chose auquel on a plus facilement accès, alors que l'IGPN c'est quand même assez opaque, disons, en tout cas il n'y a jamais eu, autant que je sache, de film dessus, ni de livres, mais parce que aussi leurs portes sont fermées, et puis je me disais c'est quand même intéressant, c'est un outil même de contrôle démocratique qui vaut ce qu'il vaut, c'est pas mal de s'y intéresser. Et donc j'ai tâté le terrain pour savoir déjà est-ce qu'il y aurait moyen de faire une immersion. J'avais un contact au ministère de l'Intérieur, grâce à la nuit du 12, et je me suis dit, à la direction de la communication, je me suis dit, on va m'envoyer Petre. Et en fait, j'ai eu la chance parce qu'il y avait une nouvelle directrice de l'IGPN qui pour la première fois était une magistrate et pas une policière, Agnès Thibault-Lecuivre, qui maintenant il n'est plus, il était 2 ans et demi. Et donc elle avait envie justement d'ouvrir un peu les fenêtres et les portes de l'IGPN, et donc elle a discuté avec ses équipes, mais elle m'a autorisé à y passer quelques jours, donc j'ai pu observer les enquêtrices et les enquêteurs dans leur travail, pendant les auditions aussi, et échanger avec elles, surtout parce que c'est surtout tout le monde n'était pas très heureux que j'y sois, je le sentais, mais il y en avait qui m'ont partagé volontiers leur vécu, les problèmes auxquels ils se confrontaient, etc. Donc voilà, il y avait déjà ces curiosités-là, et je savais déjà avant d'y mettre les pieds que ce qui m'intéressait plus
dans ce milieu-là, c'était les questions de maintien de l'ordre, parce qu'eux, ils enquêtent aussi sur les affaires de corruption, mais disons que les affaires de corruption, pour eux, on sent que c'est plus simple, parce que voilà, c'est clairement voilà, pour eux, des policiers qui déshonorent la police, etc. Alors que le maintien de l'ordre, on sent qu'ils se mettent beaucoup plus facilement à la place des policiers, enfin que ce soit CRS ou gendarmes mobiles ou autres, parce qu'ils savent aussi qu'on les envoie en première ligne dans des situations parfois impossibles, avec des ordres d'employer de la violence, en les surarmant, etc. Et qu'après, s'il y a un problème, c'est eux qu'on va pointer du doigt, et pas la hiérarchie, et surtout pas les politiques. Et donc ils se mettent plus facilement à leur place, et donc il y avait cette question très vite de biais qui nous apparaissait intéressant. Donc, bref, donc il y a eu tout ce travail que j'ai fait de recherche et de documentation, enfin pas que à l'IGPN, mais aussi en étudiant des dossiers de différentes affaires, de violences policières, de manifestants blessés, enfin surtout au moment des gilets jaunes. J'ai rencontré des avocats, avocats de policiers, avocats de manifestants, des procureurs, voilà, bref. Et une fois que j'avais amassé tout ça, on a commencé à travailler avec Gilles, et on savait dès le début quand même que, je me souviens bien, que notre personnage principal allait être une enquêtrice de l'IGPN, parce que ça nous semblait une façon intéressante d'aborder ce sujet-là, parce qu'évidemment on aurait pu aussi se dire, on raconte tout du point de vue d'une famille de manifestants blessés, enfin ce qui aurait été peut-être plus poignant, ou je ne sais pas, mais là ça nous permettait de creuser aussi... d'être avec un personnage tiraillé. Voilà, un personnage tiraillé qui essaye de bien faire son travail, mais qui se heurte quand même à un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément simples pour elle. Voilà. Et alors, juste pardon, pour répondre à ta question, pourquoi les gilets jaunes, quoi, non, ça t'avait pas pourquoi les gilets jaunes? Bref. Pourquoi les gilets jaunes? Non, si, parce que en tout cas, parce que depuis, il y avait eu aussi les manifestations contre les réformes des retraites, etc. Et puis, évidemment, puisque tout à l'heure, tu disais que les violences policières, on a commencé à en parler pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais évidemment, ça existe bien plus longtemps, à peine de rappeler Maïkou Sekine et d'autres, mais en tout cas, il y avait pour moi aussi très vite l'envie à travers ce film, de parler du mouvement des Gilets jaunes, d'autant plus que, à l'époque, on a commencé à travailler dessus il y a 2 ans à peu près, il y avait le Covid qui était... les Gilets jaunes, ça a commencé en novembre 2018, et ça s'est après fini courant 2019, et après il y a eu le Covid, et c'est comme si on avait un peu passé l'éponge, et hop là, boum, il ne s'est rien passé, alors que c'est quand même un mouvement qui a ébranlé le gouvernement, qui fait partie de l'histoire de la France, et où rien n'est résolu, parce que la fracture sociale existe toujours, et donc j'avais aussi envie de parler de ça, d'autant plus que moi j'avais l'impression d'être passé un peu à côté pendant le mouvement lui-même, d'avoir été très sûr de savoir quoi en penser, aussi parce qu'évidemment les médias présentaient ça comme, mettaient en avant quand même beaucoup la violence, qui a pu exister par un moment de la part de certains manifestants, mais ça, évidemment le mouvement ne se résumait pas à ça, et à travers les études des dossiers des différentes affaires, je me suis rendu compte aussi de la violence que ça avait été pour les manifestants blessés, dont beaucoup, en général ceux qui veulent vraiment venir en découdre avec les policiers, ils se démerdent tous les jours quand même ils ont suffisamment aguerri pour qu'il leur arrive pas grand chose, mais donc la plupart des manifestants blessés, c'était comme, j'ai rencontré une famille,
même si l'affaire n'est pas calquée sur eux, mais qui étaient des primo-manifestants, qui venaient de la Sarthe, qui, pour défendre les services publics, et dont ils ont été blessés pas par un tir de LBD, mais par une grenade lacrymo, les Gli F4, qui sont des grenades qui ont une charge explosive très forte. Et dont il restait un stock qu'il fallait écouler, même si c'est considéré comme une arme de guerre, donc qui a créé beaucoup de blessures. Bref, et donc, et ces gens qui ont été blessés, en fait, ils étaient venus pour revendiquer quelque chose, pour être vus. Enfin, les gilets jaunes, c'est pour être vus, hein, c'est des gilets de haute visibilité. Et donc, ceux qui sont fait blesser, après, on leur a nié aussi même le droit d'être considérés comme des victimes. Et voilà, je me disais que le film permettrait aussi, peut-être aussi, de rappeler cela. Voilà, mais même si, voilà, et après, l'idée aussi c'était évidemment il y a toutes ces thématiques-là, mais et c'est un peu l'avantage l'intérêt du film de genre, parce que ça reste quand même un film de genre, puisque c'est une enquête policière, mais c'est dans le cadre de la forme du genre, de pouvoir y glisser des thématiques qui dépassent justement le genre. Pardon, c'était très long comme réponse. Et alors, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire sur le personnage de Léa Drucker. Vous avez utilisé le mot tiraillé. Et moi, je trouve justement, c'est ça qui est très fort dans votre film, c'est que, vous l'avez très bien dit, on voit les deux, on voit les manifestants, on comprend leurs contraintes, on comprend les contraintes des policiers. Et justement, je trouve que le film montre à quel point Léa Drucker est peut-être un dernier un peu isolé pour essayer de faire corps. D'ailleurs, je crois que c'est un peu ce qu'elle dit à la fin quand elle répond à sa chef. Elle dit mais comment est-ce qu'on tient tous ensemble? Et est-ce que vous aviez, enfin j'imagine que oui, est-ce que vous aviez réfléchi à ça quand vous avez construit? Vous savez tout. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, à cette question de comment est-ce qu'aujourd'hui la société française est-ce qu'elle arrive encore à faire corps? Il y a vraiment cette division qui est très marquée dans votre film et je trouve très intéressante du point de vue de cette enquêtrice de l'IGPN. Disons qu'en tout cas, en choisissant justement le personnage de Stéphanie, quand je disais tiraillé, ça permet d'être justement dans une société fracturée où les deux bords s'écartent de plus en plus de quelqu'un qui essaye de tenir les deux bouts, qui reste flic et qui en même temps, parce qu'elle a des origines communes, et c'était aussi un des points communs quand même, intéressant pour nous des Gilets jaunes, c'est que c'était souvent des gens socialement finalement assez proches des policiers, et donc voilà, ça crée donc la réponse politique de comment on fait pour faire corps, rester ensemble, je ne sais pas, mais c'est à nous tous de se poser la question et d'essayer de trouver des réponses, même ponctuelles ou collectives, mais en tout cas individuelles ou collectives. Mais c'est sûr qu'on sent bien, et pas seulement en France, dans le monde entier, que les affrontements, la polarisation devient intenable. Alors il y a des gens qui en jouissent d'une certaine manière, qui en profitent, mais la société elle-même, le fameux vivre ensemble, c'est bien compliqué. Oui, et puis la polarisation ces deux extrêmes vient même altérer la vérité, puisque, et vous partez d'une vidéo, c'est ça qui est très intéressant, d'une vidéo où il n'y a pas vraiment beaucoup de doutes, et pourtant cette vidéo, à cause de la subjectivité, à cause de l'interprétation, elle ne tient plus, elle n'est plus témoin. Est-ce que vous vouliez justement montrer qu'aujourd'hui le régime des images, alors que même il devrait être le témoin, l'enregistrement de la réalité, aujourd'hui n'a plus de valeur face à cette division qui interprète, qui surinterprète, qui regarde uniquement de son point de vue? C'est un peu la question de est-ce qu'il y a une vérité objective, surtout aujourd'hui où tout est déformé dans tous les sens et où l'opinion tient un lieu de vérité, etc. Mais
Enfin, déjà, ce qui m'avait frappé pendant les quelques jours que j'ai passé à l'IGPN, c'est à quel point les images, les vidéos, enfin, quelle importance ça avait dans les enquêtes, parce que souvent c'était la parole d'un manifestant qui dit ce policier-là m'a frappé ou tiré dessus, et le policier dit non, pas du tout, donc c'était parole contre parole, donc à partir du moment où il n'y avait pas de vidéo, et donc il passe beaucoup de temps à exploiter, enfin comme on voit dans le film, des vidéos de toutes sortes de sources, enfin des vidéos de surveillance de la préfecture, les caméras piétons des policiers quand elles sont allumées, en général pas souvent, ce qui circule sur les réseaux sociaux, enfin où des journalistes ont pu filmer, etc., etc. Et à passer beaucoup de temps à analyser ça, mais là-bas j'ai vu aussi que, effectivement, quand il y avait une vidéo où on pensait voir ce qui se passait, qu'il y avait quand même des interprétations différentes possibles, et que même entre eux, parfois, ils disaient viens voir, regarde ça, tu vois quoi toi, est-ce que le manifestant est menaçant ou non, et voilà, donc finalement tout est sujet à discussion et à interprétation. Au-delà de ça, enfin, je pense que c'est aussi à ça que vous faisiez référence, c'est que la contestation de ce nous, on a le sentiment de voir objectivement sur ces images, par certains policiers qui disent mais il m'a attrapé le pied, ou j'essaie juste de me dégager. Nous, on a pu voir pour le coup, dans les PV d'enquête, ou un procès auquel on a assisté, qu'il y a une part, alors là, je pense qu'il y a, si on peut qualifier de mauvaise foi, une mauvaise foi stratégique de la part des policiers quand ils sont coincés comme ça, parce qu'ils, pour se défendre, enfin, quelles que soient les motivations pour lesquelles ils ont agi, et éventuellement mal agi, en fait, ils vont nier, même devant la preuve vidéo, parce qu'ils savent, moi c'est ce qu'on en a quand même déduit, que comme lors du procès, on n'aura pas forcément le temps, l'occasion, enfin qu'il y a un petit risque de visionner tout, si on lit le PV qui a marqué mais non, mais on voit pas très bien, l'image n'est pas très bonne, en fait, moi, mon interprétation, c'est ça. Ça vient effectivement troubler enfin, éloigner en tout cas des éléments clairs quand ils le sont. Donc il y a une dimension presque un peu stratégique qui tient une stratégie de défense, quoi, enfin, qui est pour éviter. Et du coup, ça masque effectivement la vérité. C'est-à-dire qu'eux ont peut-être d'autres raisons et qui seraient peut-être défendables de pétage de plomb. Enfin, le premier policier qu'on voit qui jette le pavé, bon, ben lui il dit j'ai pété un câble, voilà, alors c'est pas forcément beaucoup plus excusable, mais en tout cas Stéphanie l'excuse plus parce qu'elle en comprend, elle en partage une forme de logique, quoi. Enfin, elle se dit bon bah oui, voilà, il a craqué, c'est pas son. Après, on se met, pour des raisons aussi de défense, à masquer les véritables raisons, et ça crée des situations qui deviennent de plus en plus inextricables et injustes, et ça crée des injustices. Professeur, je voudrais savoir le budget des films. Vraiment le film a coûté 5 millions d'euros. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si c'est vrai le coup de... Il y a 2 tireurs, on n'arrive pas à savoir lequel a tiré, du coup il n'y a personne qui répond à ça. Oui. Oui, enfin, il y a eu, enfin, j'ai vu une affaire où, alors c'était même, enfin, il y avait plusieurs tirs de LBD en même temps, enfin, où on ne savait pas très bien qui ça visait, mais il se trouve qu'un journaliste a été blessé, enfin, à l'entrejambe, on lui a amputé une testicule, et comme, enfin, on voyait qu'il y avait plusieurs policiers qui avaient tiré plus ou moins en même temps, donc c'est forcément l'un d'entre eux, mais on ne savait pas quel tir avait touché, donc voilà, donc ça s'est terminé
comme ça. Après, il y a même des subtilités juridiques assez étonnantes, parce que dans un premier temps, dans le scénario, on avait écrit les 2 tirs, il y en a un qui le blesse grièvement et un autre le touche au torse, et bon, il y a un hématome, mais c'est pas une blessure grave. Et j'avais quand même vérifié avec la section du parquet qui est en lien avec l'IGPN et qui se traite ce genre d'affaires, et les procureurs m'avaient dit non, si les 2 ont touché, on peut quand même mettre en examen les 2. Mais s'il y en a qu'un qui a touché et l'autre n'a pas touché, non. Alors bon, j'avoue que c'est un peu bizarre, quoi, mais effectivement, c'est le cas. Parce que donc, enfin, je ne sais pas si ça a été très clair, mais le film ne raconte pas une affaire précise qui a existé. En revanche, il est nourri de plusieurs affaires. Beaucoup d'affaires. Voilà, donc presque, enfin, je crois qu'on peut dire presque tout ce qui est cité, ça vient, les casques des Decathlon, tout ça, qui viennent d'affaires dont on a pu avoir soit les PV, soit les comptes rendus. Bonsoir. Merci pour ce film, il est vraiment très 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 bien. Merci. J'avais adoré La Nuit du 12 et c'était hyper intéressant sur le regard par rapport aux nouvelles relations, les filles-garçons et tout ça, et sur la police qui était un peu dépassée. Et là, c'est un film, il y a plus cet aspect un peu drôle, mais vraiment hyper impactant. Ça m'a fait penser au film sur... personne n'a rien compris là sur Sarkozy, où grâce à ce documentaire, on comprenait toute l'affaire. Et là, je trouve que c'est vraiment hyper percutant sur les violences policières. Je trouve que c'est le meilleur film que j'ai vu là-dessus. Donc bravo. Je voulais savoir si vous aviez eu des pressions de la police, ou est-ce qu'il y a des gens qui étaient contre le fait de faire ce film ? Non, enfin en tout cas on n'en a rien su. Enfin encore une fois, enfin comme je disais tout à l'heure, enfin j'avais un contact à la direction de la communication du ministère de l'Intérieur qui m'a fait rencontrer Agnès Thibault-Lecuivre, donc la directrice de l'IGPN, et qui était d'accord pour m'ouvrir les portes. Et alors étonnamment, ils m'ont jamais rien demandé, enfin même ils m'ont pas dit mais on veut lire le scénario. Donc non, après je pense que j'avais un crédit aussi à cause de la nuit du 12, parce qu'ils montraient voilà, de manière assez, je sais pas, enfin, honnête le travail de la police judiciaire, et que voilà, et qu'ils sentaient bien que j'allais pas, enfin que ça allait pas être un film militant de dangereux gauchistes. Après, ah oui, non, mais après je sais pas du tout, enfin je sais que Agnès Thibault-Lecuivre, mais qui n'est plus directrice de l'IGPN maintenant, a vu le film et l'a beaucoup aimé. Après je pense que même au sein de l'IGPN, il y en a qui vont le trouver bien, d'autres non. Je ne sais pas du tout comment ça va être reçu par la police en général. Disons que le problème un peu, enfin le problème avec la police, c'est en fait c'est son corporatisme, enfin qui est surtout représenté par les syndicats, enfin essentiellement Alliance et d'autres, et qui et où en fait, enfin c'est ça qui bloque tout aussi, c'est que la moindre, enfin de dire il y a des policiers qui ont un problème avec la violence, il y a des policiers qui ont un problème avec le racisme et qui ne devraient pas être à la police, ce qui ne veut pas dire tous les policiers sont des bâtards, etc. Et tout de suite vécu comme une remise en question de toute la profession. Et face à ça, il y a une espèce de réflexe de défense qui fait que les non-policiers sont classés en pro-police ou anti-police. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et ça, c'est vraiment problématique, quoi. Et tant qu'on ne sort pas de ça, et tant que les hommes politiques, et notamment les ministres de l'Intérieur, ne sortent pas de cette logique-là, voilà, enfin, ça va être très compliqué, quoi, de changer les choses. Il y avait une question juste ici. Oui. Oui, bonsoir. Moi, je me pose la question de la vidéo. Oui. Il
parti, Gilles. Ah, ok. Là, j'ai le micro de Gilles, en fait. Ah, d'accord, très bien. Il l'attend. Oui, la question autour de la vidéo, moi, en tant que la vidéo de médias, la vidéo de réseaux sociaux, en tant qu'objet même du film, à réaliser. Donc, en fait, j'ai 2 points de vue. Déjà, le fait que vous ayez, vous, réalisé des images de vidéos réseaux sociaux, ça, j'ai trouvé que, honnêtement, il y en a qui m'ont paru extrêmement bien, d'autres un peu moins. Mais du coup, vous, comment vous avez travaillé autour de ces images et la réalisation de ces images? Et la deuxième chose, c'est les incorporer comme étant une vraie matière du film en termes de mise en scène et compagnie. Donc, ouais, c'est un peu cette question-là que je me pose, c'est comment vous avez un petit peu essayé d'agencer tout ça. Ok, alors enfin je viendrai à la fabrication après, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, quand j'avais été à l'IGPN, j'ai vu que les vidéos, voilà, faisaient vraiment partie de l'enquête, et nous, ça nous a semblé tout de suite aussi, d'un point de vue cinématographique et narratif, très intéressant de s'appuyer là-dessus. Voilà, il y a d'autres films, Blow Up de Antonioni, qui essayent de décortiquer des photos, de faire des agrandissements de plus en plus grand, mais plus on s'approche, plus à la fin on voit que des pixels. Donc voilà, tout cet examen d'images, essayer d'en sortir quelque chose nous semblait dramaturgiquement très intéressant. Ce qu'on voulait, c'est que toutes les images qu'on voit, toutes les images vidéo, que ce soit smartphone ou autre, alors il y a une petite exception, mais soit des éléments auxquels a accès l'enquêtrice, Stéphanie, qu'il n'y ait pas de choses extérieures. Donc même quand ils interrogent le jeune en prison, les images qu'on voit de smartphone, on comprend que c'est des vidéos que les enquêteurs ont pu extraire de son téléphone ou le téléphone des autres. Et donc nous, on avait visionné beaucoup de vidéos, notamment du 1er 8 décembre 2018, de journalistes, et on avait sélectionné certains plans dont on se disait qu'on pourrait les utiliser, donc en les recadrant en format téléphone, et en tournant des scènes avec nos comédiens et les figurants, etc., mais de manière à pouvoir les mettre ensemble. Voilà, par exemple, il y a un plan comme ça où on voit des manifestants qui sont bloqués par des CRS, des gendarmes mobiles au fond. Donc ça, c'est une vidéo qui préexistait, et le contre-champ où ils chantent Macron. Ça, c'est un plan qu'on a tourné nous. Voilà, donc c'est un peu un mélange, des deux. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Les plans smartphone, on les a tournés avec les smartphones. La vidéo tournée par la femme de chambre, ça s'est tourné avec un smartphone. Oui. En fait, on adaptait, les outils de prise de vue à la réalité des vidéos. Oui, tout à fait. Il y avait même des moments du tournage assez, entre guillemets, cocasses, où, par exemple, sur le début du film, pour les images où ils jettent le pavé, où on n'était pas très loin des Champs-Élysées, sur des grandes avenues, avec des manifestants, des policiers, et en filmant avec un smartphone ou une petite... alors en général, c'était quand même doublé avec une autre caméra, mais le rapport d'un vrai tournage et de sa lourdeur, tout en filmant avec l'objet avec lequel on filme dans la vie. Oui, la différence avec Antonioni, c'est qu'Antonioni, c'est l'image expérience mais immersive totale. C'est une image dans laquelle on se rend. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je citais ça en exemple. Alors que là, ces gens-là, ce qu'ils ont à faire, c'est
Ça c'est incroyable, c'est comme s'ils avaient des trucs à scroller, mais c'est des vidéos tout le temps, tout le temps, Ah tout le temps, tout le temps, parce qu'il y en a des kilomètres et des kilomètres. Des kilomètres, voilà. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, j'ai vu au générique qu'il y avait dans les remerciements David Dufresne. Et c'est vrai que on peut penser à un pays qui se tient sage. Et je voulais savoir justement s'il y avait peut-être un travail avec lui, et notamment avec la question précédente où on voit qu'il y a des images d'archives, justement. Est-ce que il y a un travail commun, ou on va dire peut-être une forme de filiation suite à son travail? Alors, David Dufresne, je l'ai rencontré vraiment au tout début, où j'essayais, j'avais vu évidemment un pays qui se tient sage, et donc j'avais envie de voir aussi, lui, les archives, enfin les vidéos qui sont dans le film, enfin où il les avait trouvées, etc. Enfin, lui-même, en fait, n'avait rien tourné, enfin, c'était que des vidéos qu'il avait récupérées à droite à gauche, voilà. Mais après, enfin, c'était une rencontre où il m'a un peu expliqué comment il avait fabriqué son film, mais c'était une seule rencontre. Après, il n'y a pas eu de collaboration par la suite, mais j'en ai aussi rencontré d'autres, un journaliste qui s'appelle Paul Morera, qui a fait un documentaire en 2 parties sur Arte, qui est assez intéressant, qui s'appelle Au nom des forces de l'ordre, je crois, et qui montre justement la militarisation des forces de l'ordre, aussi bien aux États-Unis qu'en France, essentiellement. Donc lui aussi, je l'avais rencontré, certaines de ces images sont utilisées dans le film. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'interlocuteurs et de rencontres pour vraiment savoir de quoi on parlait. Bonsoir. Je voulais savoir, merci pour le film, je voulais savoir si c'était une évidence dès le départ dans le scénario que le rôle principal allait être joué par une femme, et est-ce que c'est aussi par la force des choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de magistrates femmes et que généralement les emplois de bureau de la police aussi, potentiellement ça peut être des femmes. Est-ce que c'est représentatif du fait qu'à l'IGPN il y a peut-être plus d'inspectrices que d'inspecteurs? Voilà, c'est ma question. Oui, tout à fait. Autant quand j'avais fait une petite immersion à la PJ de Grenoble, sur les 25 enquêteurs, il y avait une femme, donc c'était quand même essentiellement très masculin. Autant à l'IGPN, c'est 50-50, il y a plus de femmes. Alors pas parce qu'elles auraient plus envie de travailler à l'IGPN, en fait, il y a... tout bêtement, parce que à l'IGPN, il y a des horaires de travail plus réguliers que dans d'autres services de police, d'enquête de police. Et que du coup, comme c'est quand même toujours les femmes qui s'occupent plus du quotidien, de la vie de famille, etc., c'est aussi une raison pour laquelle il y a plus de femmes là-bas. Après, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut savoir aussi, parce que ça c'est une question que je m'étais posée, est-ce que les enquêteurs, les enquêtrices... Et donc oui, donc c'était clair pour moi dès le début que ça devait être une femme aussi, parce que je trouvais ça plus intéressant, comme... Dans les forces de l'ordre, c'est quand même, même ça aussi des femmes, mais très peu, c'est quand même surtout des hommes et des mecs plutôt virils, comme on dit, de voir cette enquêtrice face à ces mecs-là, dont j'ai vite senti que dans les interrogatoires, quand ils sont à l'IGPN, certains, même il y en a qui dansent un peu qui marchent sur des œufs, mais il y en a qui montrent bien le mépris qu'ils peuvent avoir pour les enquêteurs en face, notamment quand c'est des femmes. Mais la question que je m'étais posée, c'était aussi sur, est-ce que ces enquêtrices et les enquêteurs, quelle est leur motivation en fait? Est-ce qu'ils vont là, parce qu'ils se disent, moi je veux nettoyer les écuries de GIAS, de faire le ménage dans la police, etc. Et en fait, pas du tout. La plupart... ils vont, parce que c'est presque des opportunités de carrière, mon interlocutrice principale, elle avant, comme Stéphanie dans le film, était chez les STUP,
Et à un moment donné, elle a eu un nouveau chef de service qui était hyper misogyne et où à un moment donné, elle s'est dit il faut que je me barre, quoi. Et donc, avec son grade, elle a cherché un poste ailleurs qui correspondait à son grade. Et à ce moment-là, le seul poste de libre, c'était à l'IGPN. Et puis elle s'est dit, mais moi, je ne veux pas y aller. Mais c'était tellement intenable qu'elle s'est dit, bon, je vais y aller, et puis après, je vais trouver autre chose. Et puis finalement, une fois qu'elle y était, enfin, elle a vu que c'était aussi de l'enquête, enfin, et que finalement, ça l'intéressait. Mais c'est un peu presque le cas de tout le monde. Enfin, il n'y en a quasi pas qui vont par conviction ou par idéalisme. C'est pour ça que, par exemple, la scène entre Stéphanie et son ex, où elle lui dit voilà, qu'elle aurait bien aimé, elle, rester au stup, mais c'était leur arrangement entre eux pour... voilà, c'est aussi des contraintes de la vie de tous les jours, de comment... Et c'est vrai que les femmes cèdent souvent plus la place. Voilà, oui, ouais. Madame dit que c'est du coup double mépris, puisque on n'aime pas trop le Oui, c'est IGPN. ça. Mais c'est vrai que, enfin, une des enquêtrices, enfin, qui était chez les stup avant, parce que je lui ai dit, enfin, comment, une fois que tu étais à l'IGPN, enfin, comment est-ce que tu es resté en contact avec des anciens collègues de l'ISTUP, enfin, qui étaient des amis. Et elle a dit que non, enfin, qu'ils lui ont tous tourné le dos, quoi, enfin, elle est allée quelques semaines après à un pauvre départ en retraite d'un des gars des stup, et quand il y était, plus personne ne lui parlait, quoi. Parce que enfin, c'est vraiment vécu comme, ils sont vécus comme des, oui, comme des enfin, c'est un peu ce que dit la nouvelle copine de son ex, quoi, dans le bar, quoi. Enfin, vous discréditez la police. Alors qu'en fait, ça devrait être le contraire. Disons qu'au mieux, il y a de l'incompréhension. Oui. Et en général, il y a plutôt du mépris. C'est vrai, et on terminera par ça, mais c'est vrai, je rejoins la première question de madame sur la place des femmes. Déjà, dans la nuit du 12, il y avait ces hommes qui regardaient des hommes qui, je crois, je cite un moment, Bastien Bouillon dans la nuit du 12 disait, alors ils ne l'ont pas tué cette femme, mais ils auraient tous pu le faire. Ici, c'est une femme qui regarde des hommes qui ont tous commis à un endroit des violences. Il y a un regard quand même sur la place que la femme occupe dans une société violente, mais par des hommes. Oui, de toute façon, que ce soit dans les féminicides ou dans les manifestations ou ailleurs, enfin, une grande majorité des violences sont commises par des hommes. Ça, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, à l'IGPN, il y a beaucoup de femmes, etc. Et donc ça fait sens, j'imagine, par rapport à la réalité d'avoir mis un personnage féminin à ce moment-là. Mais moi, ça m'a vraiment frappé quand j'ai regardé le film. Je me dis, c'est une femme en face de plein de... Enfin, oui, bien sûr. Non, mais c'est ce qui nous intéresse. Après, il y a quand même aussi elle a aussi des supérieures qui sont des femmes et qui ne sont pas toutes enfin, des observateurs. Enfin, c'est un... Oui, enfin, Dominique parlait de corporatisme tout à l'heure. Il y a d'un côté sûrement une grande solidarité entre eux, et c'est très difficile de porter un regard justement un peu, sinon critique, du moins d'essayer d'être, objectif, observateur. Je pense que c'est compliqué. Un grand merci. Un grand merci à vous tous. Et à toute l'équipe City. Je remercie encore Oecourt, les distributeurs sans qui tout cela ne serait vraiment pas possible. On peut vraiment encore saluer Oecourt. Et le film sortira très bientôt dans les salles, évidemment au Méliès, donc parlez-en autour de vous. Bonne soirée, bon week-end et à très vite au Méliès de Montreuil. Et merci au Méliès. Et à